Comment trouver les ressources nécessaires pour faire des travaux de qualité et contribuer au développement de son pays? Aujourd'hui, je vais te partager les 5 secrets que j'ai découverts lors de mes propres échecs ou de mes propres succès pour te démystifier la recherche de financement. Alors, ce sont les 5 secrets en question. Je les ai regroupés en un acronyme que j'ai appelé 3PCF. 3PCF, ça veut dire quoi? Projet, place, personne, compétition, compétiteur et financeur ou alors bailleur de fonds. Et donc, je te décortique tout ça dans le reste de la vidéo, juste après le générique. Salut à tous, bienvenue sur Dare to Dream for Africa, la chaîne des gens qui osent rêver pour l'Afrique. Sur cette chaîne, nous te redonnons espoir en Afrique, nous t'aidons à débloquer ton potentiel et enfin nous te développons des compétences en bioinformatique. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu as une seule chose à faire, t'abonner pour recevoir des informations en continu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien important pour la réussite, pour tout scientifique. C'est celui du financement. Alors, je fais un disclaimer parce que mon expérience est purement personnelle et peut-être elle ne s'appliquerait que aux chercheurs au niveau prédoctoral, alors ceux qui sont en doctorat, qui recherchent des financements pour les travaux de thèse et ceux qui sont mid-carrière rechercheurs. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas encore senior rechercheur pour m'autoproclamer que ce que j'ai dit s'appliquerait forcément à ceux qui sont seniors rechercheurs. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Mon règne se limite pour l'instant à mid-carrière rechercheur. Premier secret, c'est donc le projet. Et le projet doit être bien écrit de manière méthodique et rigoureuse, mais surtout, il doit être crystal clear. Il doit être extrêmement clair et compréhensible, digeste. On dit souvent d'écrire un projet comme si on écrivait à un enfant de 12 ans. Donc, aussi complexe que soit ton domaine, il est important de déconstruire, de décomposer le langage pour qu'il soit accessible à un enfant de 12 ans. Et 12 ans, pourquoi? Parce qu'on estime que les gens qui vont évaluer ton projet ne seront pas des experts dans le domaine, parfois ne sont même pas des scientifiques. Et eux, ils auront la compréhension de quelqu'un de 12 ans qui ne sait rien du tout à ton domaine et il aimerait comprendre en termes simples. Donc, le projet également doit résoudre un problème concret à une population cible définie. Il ne faudrait pas que ce soit un projet utopique qui soit de nulle part. Et tu vas me dire, ça va de soi, bien sûr qu'il ne doit pas être utopique, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui donnent des projets qui vont être réalisables sous peut-être 10 ans et ils voudraient des financements pour le faire. Mais là, ce serait très difficile d'avoir ce genre de financement si vous n'avez pas au moins un prototype ou des ébauches, des états préliminaires qui montreraient que ce que vous affirmez dans votre projet soit réalisable. Il doit également avoir une bonne méthode. Il faudrait certaines rigueurs méthodologiques, certaines rigueurs en termes de finances, savoir est-ce que les finances que je propose sont en adéquation avec mon projet ou alors est-ce que le temps que je propose pour réaliser ce projet est en adéquation avec la durée du financement, du bailleur de fonds. Le projet, selon moi, ne représente que 30% du score qui est donné à la fin sur une évaluation de projet. La deuxième chose à faire, c'est la place. Et la place, ici, il y a 2 éléments importants. La place qui est l'institution hôte qui va diligenter le projet et le lieu de réalisation du projet. La population qui est directement concernée par le projet. Donc, il faudrait que ton projet soit contextualisé où il y a le problème que tu définis. Et le deuxième élément sur la place, c'est l'institution. C'est ton employeur en général. Si tu vois des gens qui ont gagné, qui gagnent tous les jours, alors ça va. Tu n'as pas de problème, ton institution est fiable. Mais si tu postules à plusieurs reprises, chaque année, tu postules 5, 6, 7 fois avec ton institution et tu ne gagnes pas et que tu as déjà fait des efforts supplémentaires pour améliorer plein de choses à côté, que tu ne gagnes pas, pose-toi des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a des institutions, surtout en Afrique francophone, qui ont été mises sur des listes noires par les bailleurs de fonds parce qu'ils ont eu des mauvaises pratiques de gestion. Les chercheurs qui postulent avec ces institutions-là ne vous gagneront pas. Et alors, pour savoir si c'est une institution qui est pour ou pas, moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir une institution collaboratrice d'une fois de temps à temps, mais une autre institution pour voir si ça change le résultat de ton appel d'offres. La place, pour moi, ça représente 20% de ton score total. Et enfin, la troisième des choses, c'est donc la personne. Pour moi, la personne prend largement 50% du score de notation. Encore une fois, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti que j'ai à avoir et après plein de feedback que j'ai eu, j'ai réalisé que la personne prend 50%. Pourquoi? Parce qu'il y a toi, la personne, l'individu qui postule d'abord
Le bailleur de fonds, quand il te donne l'argent, il faut savoir qu'il ne te donne pas uniquement cet argent-là pour que tu aies fait les travaux de recherche. Il te donne l'argent, il croit en toi, il investit en toi, il investit en réalité en la personne qui, selon lui, a le plus de chances de réussir à transformer sa communauté sur le long terme. Dans les appels d'offres, il y a toujours une section qui est liée à l'individu ou alors au groupe de recherche pour savoir comment est-ce que vous travaillez, avoir votre vision, vos passions, vos motivations. Déjà à la base, c'est ce que le bailleur de fonds évalue. Et ensuite, il évalue également les réseaux sociaux, il évalue tes styles de publication, il évalue tout l'ensemble et il match également ton projet pour voir si ce que tu lui dis que tu vas faire a un sens, voir si ce que tu dis que tu vas faire correspond à ce que lui aussi il attend. Et moi, j'ai réalisé que c'était un plus déjà de savoir ça. Et la deuxième chose dans la personne, c'est les collaborateurs qui sont autour. Quand on est un carrière rechercheur ou un intermédiaire rechercheur, il y a toujours le mentor et parfois le superviseur en fonction des appels d'offres. Alors, le mentor et le sponsor. Et après, il y a aussi les collaborateurs. Donc, à chaque fois, on va toujours te mettre des personnes autour parce que le bailleur de fonds peut penser qu'il a bien assess, qu'il a bien évalué ton personal branding et il pense que tu es en adéquation avec ses valeurs et que tu pourrais être un bon porte-flambeau. Mais comme il n'est pas Dieu, il n'est pas devin, peut-être tu as tellement bien fait semblant que tu n'es vu que du feu. Et donc, il te force à mettre des gens dans ton projet. Et en général, ces personnes-là servent de barrière pour que, en cas de dernier recours, si tu réalises que tu n'es pas en train de mettre à profit le projet, le financement qu'il t'a donné, eh bien, il va contacter ces gens-là pour servir de rempart. Et donc, ces personnes-là, parce que d'office, elles ont leur responsabilité, les crédibilités qui sont en jeu, vont venir faire un rappel à l'ordre pour te remettre dans le droit chemin parce que effectivement, il faut toujours sécuriser. Ils veulent toujours sécuriser leurs fonds pour être sûr que ce n'est pas un argent qui sera vendangé parce que c'est un investissement. Et donc, comme je te dis tantôt, ils examinent si ton personal branding match avec les idéologies de leur structure, de leur institution. Ils examinent également si tu seras un excellent rôle modèle, un excellent modèle dans ta communauté. Il faut savoir que le projet, la place et la personne sont toutes liées à l'application. Donc, on évalue tout ça ensemble. C'est un tout. Ils vont tout évaluer ensemble. Ils vont voir comment tout s'emboîte, si tout fait vraiment un bon puzzle. Parce que si tout ça, il y a des pièces qui ne sont pas bien placées, ils vont le détecter. Ils vont dire, non, ici, il y a un bluff quelque part. Il y a une trappe, il y a un piège ici et puis ils vont pas te financer. Donc, tous ces éléments-là sont déjà très importants. Et pour moi, c'est ça qui constitue les 100% d'une évaluation d'un projet. Alors là, en principe, quand tu as tous ces éléments-là, en principe, on pourrait penser que oui, tu as toutes les chances de gagner. Eh ben non, moi j'avais eu tout ça, mais j'ai toujours échoué. Et lorsque j'ai échoué, je me suis dit, mais attends, j'avais tout bien fait, j'avais un bon projet, j'avais des bons collaborateurs, j'avais une bonne personnalité, j'avais tout bien fait. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté quelque chose et il faut que j'aille étudier. Pour moi, étudier, c'est pas dire que j'aille m'asseoir dans un livre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un livre. D'ailleurs, si vous en avez, je vous en prie, partagez-le-moi un livre pour la recherche de financement et comment réussir à gagner à chaque fois. Moi, j'ai pas lu ça. Moi, ce que je fais, c'est que je postule encore, je postule davantage parce que plus j'échoue, plus je me rattrape, plus je me rapproche de mon objectif. Donc moi, je partais encore davantage échouer et j'ai testé de nouvelles stratégies pour pouvoir comprendre ce qui marchait. Et une fois que j'ai su ce qui marchait, j'ai réalisé qu'en fait, ce qui m'empêchait de gagner les autres fois, c'était quoi? La compétition, la première fois. J'avais échoué à Bill et Melinda Gates, je crois 2 fois. Et moi, quand j'ai échoué, j'ai eu les retours, les feedbacks, c'était juste un message. Et le message, quand je l'ai lu, j'ai ressenti, en fait, la personne a apprécié le projet. Il me dit, mais non, ton projet est très bien, mais jeune fille, comment est-ce que tu penses que tu pouvais gagner? Mais non, c'est pas une compétition pour toi ici. Ça, c'est la cour des grands. Mais il n'a pas dit que c'est ce ton-là, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti que c'était pas le bon level. Et donc, comme tu l'auras bien compris, le 4e secret, c'est la compétition. Qui est ton adversaire? Tu entres dans quel cours, dans quel stade, dans quelle compétition? Parce que parfois, on part postuler des compétitions très hautes dans lesquelles il y a des seniors chercheurs, il y a des chercheurs avancés, il y a des chercheurs intermédiaires, il y a des chercheurs jeunes. Et là, pour un chercheur jeune, c'est plus difficile de trouver sa marque, de gagner, surtout s'il est principal investigateur principal. Donc, il faut savoir les compétiteurs qui sont éligibles dans le projet auquel vous postulez. Et c'est toujours défini, lorsque vous voyez un appel d'offres, c'est toujours défini. On dit toujours les critères d'éligibilité. Ça veut dire que si on a dit avoir un PhD maximum 5 ans, il y a une grande partie des grands chercheurs qui sont éliminés. Et ça veut dire qu'on peut tirer le PhD de 5 ans maximum. Et là encore, même là, dans ce cas-là, il faut toujours savoir, est-ce que
les gens qui compétissent sont uniquement en Afrique, uniquement dans les pays en voie de développement, ou alors sont tous les chercheurs PhD plus 5 ans. Parce que là, si c'est tous les chercheurs PhD plus 5 ans, il faut savoir que tu vas compétir avec des gens qui, lorsqu'ils sont entrés en première année d'université, ils ont déjà été formatés pour gagner ce style de projet. Ils ont déjà été formatés pour savoir comment écrire des projets. Ils ont été formatés pour savoir comment écrire des articles, savoir quelle problématique est importante pour les bailleurs de fonds. Ils savent déjà tout ce que je te raconte là aujourd'hui. Ils le savent très, très tôt. Avant d'arriver en PhD, ils le savent déjà. Alors que pour nous, Africains, bon Africains, plus Africains francophones, en tout cas pour moi, mon avis, c'est quand j'étais en master que j'ai réalisé qu'il fallait commencer à écrire les articles. Et c'est là où j'ai aussi commencé à comprendre comment écrire un projet pour le PhD. Donc, je pense que pour nous, Africains, en plus, Africains d'Afrique francophone, on a plus de mal à comprendre les nécessités, les besoins, à quoi ça sert. C'est une fois qu'on a fini, qu'on réalise que tiens, ok, on a fini, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une fois qu'on est sur le terrain et qu'on n'a pas de finances pour faire ces travaux de recherche, on ne sait plus à quel point se vouer. Donc, on se dit qu'il faut chercher des financements, écrire des projets. Alors que là, quand tu compétis avec des pays riches, il faut savoir que la compétition sera encore plus dure. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste du travail et beaucoup d'abnégation. Connaître les adversaires, connaître avec qui on peut compétir. Mieux tu les connais, mieux tu sais comment te préparer et puis tu sais si tu as des chances ou pas. Alors, le dernier élément, le cinquième, c'est tout simplement le bailleur de fonds. J'ai réalisé encore une fois mes dépens que parfois, tu peux avoir tout bien maîtrisé, tout bien cerné, tu es dans la bonne cour, dans la cour uniquement des Africains. Tu veux m'aller plus loin, uniquement des Africaines scientifiques, tu réussis à échouer. Tu échoues pourquoi? Parce qu'il y a l'élément clé, le funder, le bailleur de fonds. Le bailleur de fonds peut rejeter ton projet selon moi, plusieurs raisons. La première raison, celle qui m'a frappé le plus, c'était que les funders, tout simplement, ne croient pas en ton projet. C'est-à-dire qu'avec les éléments qu'il a en sa possession, en termes de sciences et de technologie, il n'y croit pas. Il n'y a pas de possibilité que ce projet soit réalisable. Ce que tu dis est un peu trop éloigné de la réalité actuelle. Les risques générés par ton projet sont plus grands que les risques qu'il voudrait bien prendre. Et là, ça veut dire que tu n'as pas identifié tous les risques dans ton projet et il a vu des risques qui l'ont repoussé. Et c'est possible. Donc, c'est possible que le fondeur ne soit pas prêt ou alors que l'innovation soit beaucoup trop grande et qu'il ne soit juste pas prêt à la recevoir. L'élément aussi, c'est que le funder ne croit pas en toi. C'est-à-dire que tu lui as vendu tout ce que tu as voulu vendre. Tu as a priori une bonne personnalité, mais lui, ta personnalité n'est pas celle qui résonne le plus avec ses missions, ses objectifs. Il ne voit pas comment tu vas réussir à être un bon rôle modèle ou alors être un bon porte-drapeau pour son institution. Et il ne te finance pas. Il ne te finance pas tout simplement. Également encore, pour le funder, c'est que la problématique que tu voudrais résoudre n'est pas dans les priorités du funder. Je crois qu'il est toujours important d'avoir les agendas des bailleurs de fonds parce que chaque année ou à tous les 3 ans, ils publient leur plan d'action stratégique pour les 3 ou les 5 prochaines années pour dire les axes de recherche, les axes de financement dans les années à venir. Et en général, ils définissent également ces priorités-là dans l'appel d'offres. Ils spécifient ce qui est finançable et ce qui n'attend pas. Alors, si tu as postulé sans regarder et que tu as postulé spécifiquement ce qui n'attendait pas, eh bien, tu seras éliminé sans avoir été évalué. Parce qu'il faudrait bien savoir que le funder a un rôle clé également à jouer. Tu as tous les éléments en place maintenant, je pense, pour te développer, pour gagner de l'argent. Et si tu as besoin d'aide, contacte nos équipes. Je te laisse le lien une fois pour avoir un coaching personnalisé et pourquoi pas atteindre le niveau que tu désires dans ta vie.